Ton fils n'aura plus de mère, ce sera un orphelin. Il me dit, je suis une pute, si demain tu te réveilles, cette nuit c'est ta dernière nuit. Donc il me fait appeler mes proches, dont ma meilleure amie à Paris, et t'attends en fait. T'attends parce que tu sais que c'est ta dernière nuit. Il me fait un coup de pied dans le dos, et en fait j'avais le petit dans les bras, et je tombe avec le petit. Il me pousse contre un lit, et je tombe alors que je suis bien enceinte. Je pleurais, j'ai dit arrête, mais quand j'ai vu que de toute façon il disait mais c'est bientôt fini, je pleurais, mais j'attendais que je regardais à côté, j'attendais juste que ça finisse. De mes 18 ans à mes 23 ans, j'ai fait des allers-retours en hôpital psychiatrique. Que, en fait, au moment où elle a accouché, elle ne m'a pas regardée, elle n'a même pas voulu me tenir. C'est un couple de médecins qui m'a pris. J'emmerde tous ceux qui disent elle est folle. Je les emmerde. Venez passer ma vie, prends ma place et après, tu pourras dire que je suis folle. Si tu fais mieux, je dirai toute ma vie que je suis folle. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau témoignage, car comme tous les jeudis dans mon émission Balance ton thème, je reçois un nouvel invité qui soit connu, inconnu, ordinaire, extraordinaire, bref, quoi qu'il en soit, ils ont tous et toutes des histoires fortes à vous partager. Et si ce n'est pas encore fait, tu peux déjà t'abonner et même liker ce témoignage, car aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une femme à l'histoire de vie incroyable, c'est le mot qui est peu croyable en vrai. Comment tu vas, Vanina ? Ça va, je te remercie et merci de me donner la parole. Avec plaisir, t'es toute crispée alors que normalement... Tu es stressée ? Un peu, c'est la première fois que je fais ça et je vais me livrer sur des choses assez personnelles que même certains proches ne savent pas, donc je suis stressée. Et qu'est-ce que t'appréhendes le plus, tes réponses ou mes questions ? Non, ce que vont ressentir mes proches. Le reste, je m'en moque. Voilà. Est-ce que tu vas ressentir toi, c'est important aussi. Moi, je suis très contente de le faire parce que j'attends ça depuis longtemps, de me libérer. Eh ben écoute, t'es la bienvenue ici. Merci. Vanina, je te laisse balancer ton thème. Comment ma blessure d'abandon m'a fait accepter l'inacceptable ? Vanina, avant de vraiment parler de toi et de comprendre ce que tu as vécu, pour commencer un petit peu plus tranquille, je t'ai préparé 5 clichés sur l'abandon et j'ai envie que tu y répondes avec sincérité, soit c'est vrai, soit c'est faux, oui, non, mais très rapide, pour aussi, pourquoi pas, faire taire des bouches et les préjugés qu'on a sur ceux qui ont peur de l'abandon. Vas-y. Ok ? Vanina, premier cliché, les personnes qui ont peur de l'abandon sont dépendantes. Il y a de fortes chances. Les personnes qui ont peur de l'abandon sont jalouses et possessives. Alors pour ma part, oui. Pour ma part, oui. Maintenant, pareil, je peux pas dire tout le monde. Mais moi, j'ai beaucoup d'exemples que oui. Parce que donc c'est la peur de perdre qui rendrait les gens jaloux. Alors, je vais parler pour moi oui, encore une fois. J'ai tellement eu peur de perdre parce que pour moi, l'abandon, c'était inacceptable et impossible de revivre l'abandon que j'étais hyper jalouse, possessive. T'es à moi, tu restes à moi pour ne jamais me quitter. Les personnes qui ont peur de l'abandon ont forcément des traumas. J'ose espérer que non. Allez. Okay. Pour ma part, oui. Je suis pas le bon exemple. On va en parler d'ailleurs. Mais j'ose espérer que non. Il doit y avoir quand même des... Non. Les personnes qui ont peur de l'abandon sont vues comme des dramas. Oui, souvent, ces gens-là sont dits drama queen, ils en font commedia dell'arte, on est dans l'exagération, etc. Bon. Un petit peu peut-être, parce que si on mêle la peur de l'abandon, la jalousie, la possessivité, ça peut faire des petites crises comme ça. Et des petits excès, quoi. Et des petits excès. Surtout quand on a d'autres choses à côté. C'est clair. Dernier cliché, Vanina. Les personnes qui ont peur de l'abandon n'ont pas confiance en elles. Forcément. Alors, oui, je suis désolée. Peut-être que certains vont me contredire. Oui, je pense que si tu as peur de l'abandon, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Parce que si tu as vraiment confiance en toi, moi, aujourd'hui, j'ai absolument pas peur de l'abandon. De personne. Parce que tu as pris confiance en toi. Exactement. Mais comment... où en était cette confiance quand tu étais jeune ? Elle était à moins 10 000. Voilà. Parce que comment tu as vécu, toi, ton enfance quand tu avais de tes 0 à tes 6 ans ? Alors déjà, donc ayant été abandonnée, il faut savoir que même quand on est in utero, donc dans le ventre de sa maman, on sent tout et on sent une maman qui désire l'enfant ou qui ne le désire pas. Donc déjà, si t'es pas désiré, les 9 premiers mois de conception sont compliqués. Tu nais, on t'abandonne à la minute, à la seconde. Donc déjà, c'est compliqué. L'enfant ne se construit pas, se construit comme ça avec ce truc de tu dois pas exister en fait. Après, j'arrive en France, donc vers les 1 an. Et on va dire que la maternelle et le primaire, c'est assez compliqué pour moi.
À l'époque, dans les années 90, il y avait pas beaucoup de gens métissés, etc. Il y avait, enfin, on va parler clairement, Oui. il y avait que des gens clairs de peau, en tout cas là où je vivais. Blanc? Bon, oui, Tu- blanc. oui, oui. Ouais, blanc. Bah, c'est factuel. C'est factuel. Voilà. Il y avait que des blancs et du coup j'étais la seule métisse, donc déjà c'était porté sur ma couleur. J'ai eu droit à t'es caca, t'es une merde. À la maternelle, je me rappelle, la tata avait demandé à ma grand-mère de me garder l'après-midi et de me mettre que le matin parce que c'était très compliqué pour moi. Voilà, on me poussait dans les escaliers. Je me rappelle que des chaussures neuves, on m'avait arraché les lacets. Enfin, j'ai encore plein de cicatrices sur les genoux parce que je tombais sur, voilà, on tombe Et sur donc les tout genoux. ça pour ta couleur de peau? Et le fait que on voyait bien que je ne ressemblais pas à ma mère. Donc on me demandait, puis moi j'ai toujours su que j'étais adoptée. Donc je disais, bah oui, j'ai été abandonnée, puis j'ai été adoptée, c'est pour ça que je suis en France. Et donc, est-ce que dans ton enfance, tu avais déjà cette envie ou ce besoin de retrouver tes parents biologiques? Alors ma mère, enfin si je puis dire, ma mère, parce qu'à ce moment-là je disais pas ça comme ça, je l'appelais la connasse. C'était son surnom entre guillemets. Et toutes les nuits je me réveillais, enfin très très souvent je me réveillais en pleurs et je disais mais pourquoi tu m'as fait ça, quelle est mon histoire? Et dès toute petite c'est vrai que je me réveillais la nuit en pleurs et je voulais absolument la retrouver. Puis je savais que j'avais un frère parce que ma mère me l'avait dit, m'avait un petit peu expliqué mon histoire grosso modo. Ta mère adoptive? Ma mère adoptive. Oui, parce que pour moi, j'ai qu'une mère quand même. Voilà, ma mère adoptive. Et elle m'avait expliqué mon histoire et elle m'avait dit, il me semble que tu as un frère un peu plus âgé que toi. Donc, dès toute petite, je voulais retrouver déjà ma mère biologique pour connaître mon histoire et pourquoi elle m'avait abandonnée. Bien sûr, oui. Parce que je vivais avec ce fardeau et ce poids. Et mon frère, parce que j'avais, dès toute petite, j'étais pas un enfant comme les autres, jouer forcément à la Barbie et à s'éclater. Je jouais à la Barbie, mais pas dans le jeu. Je faisais plein de scénarios, justement. Bref, et dès toute petite, j'avais ce truc de culpabilité. Tiens, si moi je suis en France, c'est vrai, j'étais dans une école primaire privée. Enfin, je veux dire, j'avais tout ce dont une petite fille pourrait rêver. À part une mère. À part une mère biologique. Biologique. Et puis, voilà, la démonstration de l'amour, c'était pas forcément... Voilà. Et comment étaient tes relations sociales, sentimentales ou amicales quand tu étais enfant ou adolescente? Parce que c'est pas forcément facile de construire aussi des liens solides avec des inconnus quand on a été abandonné à la naissance. Alors moi, j'ai jamais... Enfin, même jusqu'à ce jour, à part mon fils, le lien social est très compliqué pour moi. Déjà, j'avais pas d'amis. Alors, au maternelle, j'avais pas d'amis. Primaire, j'avais pas vraiment d'amis parce que voilà, un jour on restait avec moi, un jour on restait pas. Je me retenais de pleurer ou alors j'allais aux toilettes pleurer. Enfin, ça a été très compliqué. Le maternelle et primaire, pour moi, j'en garde. L'école, c'est une jungle. Voilà. Et au collège, j'ai commencé à me faire des copines, on va dire en 5e, 4e. J'ai commencé à traîner avec les filles qu'il fallait. Et à mon tour, je suis devenue, on va dire, comme elles. Je pense que j'ai été méchante moi-même, probablement. J'ai blessé d'autres personnes, probablement. Et le coup de, on va dire, le dernier truc qui m'a vraiment fait de la peine, c'est quand on a fait une BD sur moi. C'était 2 garçons qui ont fait une genre de bande dessinée sur moi. Et à l'époque, c'était La Ferme Célébrité avec Vincent McDoom. Ah oui, que j'ai reçu il y a une semaine ici, c'est marrant. Bon, voilà. Et donc, j'étais la fille cachée de Vincent McDoom. Alors ça me dérangeait pas du tout. Mais qu'au Brésil, vu qu'il y avait beaucoup d'hommes qui devenaient des femmes, qu'en fait, j'étais pas une femme. Et donc, la rumeur avait enflé. Enfin, il y avait une vraie BD. Ils avaient fait des dessins et tout. Donc, ils avaient pris du temps pour faire cette connerie. Comme quoi, je n'étais pas une vraie fille, en fait. Et j'étais un homme. Donc pour moi, ça avait été quand même assez violent. Alors que je pensais traîner avec voilà les filles qu'il fallait. J'étais devenue un peu une peste. Bah même ça marchait pas. Donc et c'était pas du tout à faire. Hein. Il ne faut jamais faire ça. Mais ça a été très très dur pour moi parce que je me suis dit même quand tu traînes avec soi-disant les bonnes personnes, bah on continue à colporter des rumeurs sur toi. Et ça a été très dur parce que plusieurs fois dans ma vie, on m'a dit de toute façon tu viens du Brésil, t'es pas une femme. Bon, après, j'ai tout fait du coup pour prouver que je l'étais. Ouais, mais donc tu as été donc rejetée par tes camarades. Oui. Est-ce que tu as été trouver du réconfort peut-être dans les bras d'un garçon? Alors moi, très jeune, on va dire, parce que donc j'avais besoin d'amour, je cherchais de l'affection. Et on va dire que j'avais quelqu'un dans mon entourage qui avait 2 ans et demi de plus que moi et qui, dès mes 8 ans, on va dire, ça a commencé par Action ou Vérité. Je ne savais pas ce que c'était Action ou Vérité. Bah, 8 ans, oui, normal. Et donc, on a commencé Action et Vérité. Et on va dire que j'ai trouvé du réconfort. Enfin, c'est pas du réconfort. C'est que j'ai compris qu'il fallait faire plaisir aux autres sans qu'on te demande ton consentement, en fait. Mais t'avais 8 ans. J'avais 8 ans. Et c'est parti de Action ou Vérité.
Alors comment ça? Cet homme, c'était quoi? Un proche de la famille? Voilà, c'était quelqu'un que je voyais régulièrement, on va dire. Et Action ou Vérité, j'ai dit jouons à Action Vérité. Vraiment, à 8 ans, je ne connaissais pas. Ah bah oui. Et ça a été, viens me faire un petit bisou, voilà. Donc, lui, il avait 2 ans de plus que toi? Ouais. Donc 10 ans. Oui, il était en CM2. Et les psychiatres diront, parce que bien sûr on le verra plus tard, mais les psychiatres diront bien plus tard que si ce garçon à 10 ans était capable de faire ce genre de choses avec une gamine de 8 ans, c'est que déjà c'était pas sa première, probablement. Et deuxièmement, c'est qu'il avait peut-être et probablement été surexposé à une sexualité, parce qu'à 10 ans, je vois mon fils, jamais ça lui passerait par la tête. Donc, selon les médecins, enfin les spécialistes, parce que je ne suis pas médecin, disent que quand tu peux dire ça à 10 ans pendant des années, c'est que tu as été surexposé probablement à des choses. Et ça veut dire que toi, ton rapport aux hommes commence comme ça? Commence comme ça. Et avec de la violence, parce que la première fois, c'était Action ou Vérité. Et puis, dès la deuxième, troisième fois, ça a été, puisque tu l'as fait, dès le soir même, je me suis sentie sale parce que je ne savais pas ce que je faisais, parce qu'il a dit, c'est comme une sucette, tu vas voir. Puis il m'apprenait, comment faire une sucette. Moi, ok. Je ne savais pas ce que j'étais en train de faire, mais dès le soir même, je suis allée vomir et je me suis sentie, j'ai dit, mais il y a un truc qui est bizarre quand même. C'est bizarre. Je me sens pas bien. J'ai l'impression d'être sale. Et dès la deuxième, troisième fois, je ne voulais plus. Mais après, j'avais plus vraiment le choix jusqu'à mes 14 ans. Et pareil, tu le disais à personne? Personne ne l'a jamais su jusqu'à bien plus tard, mes 20 ans, quand j'ai été hospitalisée. Bien plus tard. Mais ça n'a pas dû être facile alors de faire confiance aux hommes, même quand tu étais adolescente, quand tu avais 16-17 ans, quand on a nos premières relations sentimentales. Comment tu as vécu, toi, cette période-là? Eh bien alors, du coup, vu que j'avais connu que ça, de 8 à 14 ans, j'avais commencé à m'auto-mutiler, à avoir des troubles alimentaires. Mais ça, en fait, dès le primaire, je cachais la nourriture dans mes poches, etc. Bon. Mais l'automutilation est arrivée en, on va dire, 5e, 4e. Et vu que je n'avais connu que cette façon, ce genre de relation, on va dire, avec les hommes, de mes 8 à mes 14 ans, quand j'étais en seconde, j'ai rencontré un garçon qui avait 2 ans de plus que moi, et je m'étais dit, ce sera l'amour de ma vie. Enfin voilà, on se dit tout ça au premier copain. Et on va dire qu'il est bien rentré dans le schéma du premier copain, entre guillemets. Comment ça, dans le schéma? C'était pas d'ailleurs mon premier copain, mais tu m'as compris. Ah, d'accord, oui, d'accord. Et donc, une relation saine avec lui? Non, non, justement. C'est-à-dire qu'il a continué ce premier garçon de mes 8 à mes 14 ans, c'est ça que je voulais dire, je m'exprime très mal. D'accord, ok, moi j'avais compris autre chose. Non, il a continué à perpétrer ce schéma de violence. Et d'abus. Et donc, cette relation a duré combien de temps? Donc, de mes 15 ans et demi, on va dire, jusqu'à mes 22 ans. Ah oui, quand même. 7 ans. 7 ans, je suis restée 7 ans. Donc pendant 7 ans, cet homme, cet ex, t'a violenté? Oui, verbalement, physiquement? Verbalement, physiquement. Après, c'était une relation toxique aussi. Je pense que j'ai ma part de responsabilité aussi. Laquelle? Pour moi, mais ça c'est ma façon d'être, je l'expliquerai plus tard aussi, je pense, c'est qu'on attire à nous ce qu'on doit travailler. C'était son mode d'éducation aussi. D'accord. Donc je l'ai beaucoup excusé, sur le coup, je l'ai beaucoup excusé. Et aujourd'hui, c'est pas que je l'ai excusé, aujourd'hui je le comprends. Et je lui ai pardonné. Ah bon? Oui. Comment on peut pardonner un homme qui était violent avec nous? J'ai quand même mis du temps, de mes 15 ans à mes 31, 32 ans. J'ai fait un long chemin et j'ai compris que, encore une fois, j'avais attiré ce garçon aussi. Et je lui ai pardonné dans le sens que tu as été jeune, tu as fait tes erreurs, elles m'ont blessée, elles m'ont marquée à vie, parce qu'elles me marqueront à vie. Je n'oublierai jamais. Pour moi, le pardon, c'est pas de l'oubli. Pas du tout. On n'oublie pas. On vit avec. Mais pour moi, ça m'a libérée d'un poids. Parce que tant que tu ne pardonnes pas à une personne, tu peux pas passer à autre chose dans ta vie. C'est vrai. Ça, en tout cas, c'est ma façon. Et comment votre relation se termine alors? Elle se termine car je tombe enceinte. Moi, ma mère et moi, ma mère était au courant. Je voulais garder ce bébé.
Mais le papa de ce garçon ne voulait pas du tout parce que j'allais ruiner sa carrière, ruiner ses études. On était dans les études, etc. Donc, il me convainc d'avorter. Et puis, à ce moment-là, moi, je fais tout ce qu'il me dit. Il m'aurait dit, fais-toi refaire les seins, fais-toi faire la bouche, fais-toi teindre en blonde. J'aurais tout fait pour ce garçon. Encore une fois, je m'étais dit, c'est mon premier amour, c'est mon premier copain. Je l'aime. Je ferai tout ce qu'il veut pour ne pas le peiner et peiner son papa. Parce qu'il était un peu dirigé par son papa aussi. Donc, je me fais avorter le 23 décembre 2010. Donc, je n'oublie pas parce que c'est la veille du réveillon de Noël. Et on part au ski le 26 décembre. J'ai dit que je ne voulais pas partir parce que je venais de subir un avortement qui a été très compliqué pour moi. Mais on ne peut pas annuler. On ne peut pas annuler, tu comprends, tout est réservé. Tu dois le faire pour moi. Donc, tu y vas. Donc, je pars le 26. Et le 31 décembre, une nuit de réveillon de Nouvel An. On va dire que l'excès, la fête de son côté, parce que moi, j'étais pas du tout dans l'ambiance Nouvel An, de son côté, l'ambiance du Nouvel An, l'alcool, etc., fait qu'il n'était certainement pas dans son état normal. Et il a envie de passer la nuit, on va dire, enfin de faire l'amour. Et je n'avais pas envie, mais physiquement, quand on avorte, on peut pas. Enfin, peut-être qu'il y en a qui peuvent, mais moi, je ne le pouvais pas à ce moment-là, une semaine après. Et j'ai pas eu le choix, en fait. J'ai juste pas eu le choix. Je me rappelle, dans l'appartement, il y avait son meilleur ami et sa copine de l'époque. J'ai hurlé. Enfin, je veux dire, on a cassé des choses. Je me suis retrouvée avec des bleus. Enfin, je m'en souviens, des bleus qui étaient même plus bleus, violets, noirs, les jambes, les cuisses. J'ai hurlé. Puis, quand on avorte, on saigne. Il y avait du sang sur les. Enfin, j'ai hurlé. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dit bon, il y a personne qui viendra. J'ai tourné la tête. Je pleurais. J'ai dit arrête. Mais quand j'ai vu que de toute façon, il disait bon mais c'est bientôt fini. Je pleurais, mais j'attendais que j'étais en dissociation. Et puis, je suis devenue très, très forte à la dissociation. Je sais pas si tu vois. Voilà. J'étais plus là, en fait. Je pleurais, je regardais à côté, j'attendais juste que ça finisse. Quand ça s'est fini, je me suis rhabillée, j'ai couru dans la neige, j'ai passé la nuit dans la neige avec mon téléphone. J'ai appelé mes parents, j'ai attendu 5-6 heures, parce que je savais qu'ils allaient se réveiller. Et puis, mon père est venu me chercher. Et donc, quelques mois après, parce que je suis restée encore... les mois qui ont suivi, actuellement, ça a été très compliqué. Enfin, voilà, j'avais pas forcément... Mais t'as attendu que l'inacceptable arrive pour pouvoir le quitter ? J'ai attendu... Non, même pas. Moi, je suis quelqu'un de très calme. C'est-à-dire que je l'ai même pas fait à la suite de ça. Je suis rentrée à Marseille, tout ça. Il est rentré au bout de la fin de son séjour, parce qu'il a attendu la fin de son séjour. Et on s'est revus. On s'est remis ensemble, etc. Oui. Oui. Et c'est quelques mois plus tard, je te dis, moi c'est très calmement. Un soir, on va avec ses mêmes amis au resto, je m'en souviendrai, à l'Estac, à côté de Marseille, pardon. Et tout se passe très bien. Et sur le chemin du retour, je lui dis, je te quitte. Et vu que c'était en voiture, très calmement, moi c'est toujours très calme. Parce que quand c'est dans des crises, ça n'a pas de valeur pour moi. Et je lui ai dit, c'est fini. C'est vraiment, ramène-moi à ma voiture. Je peux plus te regarder, je peux pas t'embrasser, je peux pas. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on s'est reparlé, on s'est revus. Enfin, vraiment, c'est la seule chose dont on n'a jamais parlé. Cette nuit du 31, on n'en a jamais parlé. Je sais même pas s'il s'en souvient. Il s'est excusé pour tout le reste, parce qu'il y a eu des violences, parce qu'il y avait des violences verbales, parce qu'il y a eu des insultes, de tout, des tromperies, voilà. Tout ça, il s'en excuse aujourd'hui. Mais cette fameuse nuit, on n'en a jamais reparlé. Sachant que toi, en plus, à cette même période de ta vie, effectivement, tu avais des troubles alimentaires. J'avais déjà des troubles alimentaires. J'avais fait une première TS. Tentative de suicide. Tentative de suicide, pardon. De quelle façon ? Médicamenteuse. Et pourquoi ? Alors, moi, j'étais très tenue par mes grands-parents dans le sens que c'était les seules personnes à ce moment-là, toute ma vie, de qui je ressentais de l'amour. Et je voyais de l'amour entre eux. Donc, voilà. Et mon grand-père est parti quand j'avais 17 ans. Enfin, il est décédé quand j'avais 17 ans. Et à mes 18 ans, j'ai fait une sorte de, comme on dit, décompensation. J'ai eu mon bac, trop bien. On a fait la fête, l'été, patin couffin. J'étais avec ce fameux garçon à mes 18 ans. Mais, vu qu'il allait voir ailleurs, etc., j'avais trouvé un gentil garçon. Donc, j'avais 2 copains à ce moment-là, l'été de mes 18 ans. Et j'avais un vrai gentil. Sauf que le vrai gentil, il n'a pas supporté. Il savait que...
Au fond de lui, il savait que je voyais toujours que je côtoyais ce garçon et il souffrait. Donc, j'ai fait ma rentrée à la fac, septembre, octobre 2008, que je me trompe pas parce que je confonds 2008, 2018, 2008. Et en fait, il m'a quittée en octobre. Il a dit, je peux plus. Et en fait, c'est pas pour ce garçon, mais c'est le fait que quelqu'un, parce que je l'aimais vraiment. Enfin, c'était vraiment un gentil. C'est le seul gentil d'ailleurs que j'ai rencontré dans ma vie. Et t'as pas su garder à ce moment-là? Que j'ai pas su garder parce que j'étais incapable de garder un gentil garçon parce que j'avais connu que des méchants. Donc c'était un ovni pour moi. et quand il m'a dit mais je peux plus Vanina, enfin tu fais des jalousies, enfin voilà, comme on a dit dans les stéréotypes, jalousie, possessivité, j'étais dans l'excès, l'alcool, les fêtes. Mais qu'est-ce que tu voulais oublier en mon mal-être, en me m'automutilant, parce que je m'automutilais toujours, même avec lui. Enfin, il faisait tout. Enfin, les cicatrices, je les aurais à vie d'ailleurs. Mais plus te clarifier? Oui. Il en pouvait plus, le gars. Et je comprends. Il m'a quitté, donc octobre 2008. Enfin, en fait, quand il m'a quitté, c'est ma blessure d'abandon qui s'est réveillée. Et pour moi, l'abandon, c'était inacceptable. C'était impossible. Et physiquement, je vomissais. Enfin, c'était physiquement impossible qu'on m'abandonne. Parce que je le vivais comme j'allais mourir. Et tu penses que c'est pour ça aussi que t'as pas, toi, réussi à abandonner ton ex violent? Oui, enfin, j'ai réussi au bout de 7 ans. Voilà. Au bout de 7 ans. Bien sûr, c'était vraiment le truc de je peux quitter personne, je peux pas partir. Il est là, il m'aime à sa façon. C'est ce que je me disais à l'époque. Aujourd'hui, je sais que c'était pas de l'amour, mais à ce moment-là, je me dis, il m'aime à sa façon, il est là. Même s'il va voir ailleurs, c'est horrible, mais je me disais, même s'il va voir ailleurs, bon, mais il est là. Il est là, il va pas me quitter. Au-delà de ça, je me disais, il y avait mon frère qui me manquait et un père. Et je me disais, je vais faire frémir plus d'une personne, il m'éduque. Voilà, je le mérite. Il faut m'éduquer. Faut quand même dire qu'un cadre n'est pas fait de violence et d'abus. Bien évidemment, pas du tout. Mais voilà. quand t'as connu que ça des hommes, eh ben, je pense qu'il y a que celles ou ceux qui l'ont vécu qui pourront le comprendre. Pour les autres, je serais complètement lunaire. Mais quand t'as connu que ça, tu te dis qu'un cadre, ça passe par la sévérité, l'obéissance. Et donc, t'as quitté ce copain au bout de 7 ans et t'as enchaîné du coup les relations après? Tu voulais pas être seule? Oui. Alors, j'ai enchaîné les relations, mais sachant que de mes 18 ans à mes 23 ans, j'ai fait des allers-retours en hôpital psychiatrique. Donc, j'ai fait des allers-retours parce que j'ai arrêté de m'alimenter complètement. Tu marchais plus même, tu me disais. J'ai fait des allers-retours et notamment après une TS, je faisais mes études à Paris, donc on m'a transportée à Clichy. J'étais à Levallois-Perret, donc on m'a transportée à Clichy. Et en fait, j'étais tellement sous-alimentée et je refusais. J'avais fait une grève de la faim. Je refusais de m'alimenter. On me faisait les piqûres dans le doigt là pour voir le glucose plusieurs fois par jour. On me forçait à manger des pommes-potes. Et pour ma mère, les allers-retours entre Clichy et Marseille, c'était trop compliqué. Donc, on a fait en sorte que je sois transférée sur Marseille. D'accord. Mais pour prendre l'avion avec ma mère, c'était impossible que je marche. Donc, on m'a transportée en fauteuil roulant à Marseille. À Marseille, j'avais carrément une dame qui restait à côté de moi parce que les repas, ils avaient compris, soit que je les mettais dans la poubelle, soit que je les mettais aux toilettes. Enfin, vraiment, je refusais pendant des années de m'alimenter. Et c'était quoi? C'était un appel à l'aide? Alors non, à ce moment-là, c'était vraiment que, pour moi, la nourriture était... les TS, c'était un appel à l'aide. D'accord. Mais la nourriture, c'était un vrai refus de m'alimenter. Je me laissais... C'était une punition, alors? Une punition. Parce que, en fait, je me sentais sale depuis mon enfance. En fait, je me trouvais sale. Donc pour toi, en fait, t'étais la seule responsable de ce qui t'arrivait. Ah oui, à ce moment-là, eux n'étaient pas responsables. Et puis en plus, dans ces mêmes années-là, j'avais essayé de retrouver ma famille biologique. Et donc ma mère m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, on va trouver quelqu'un. Et à l'époque, c'était comment on appelle ça? Détective privé. Ah oui. Détective privé. Et je sais pas, lui n'a pas réussi, moi j'ai réussi, mais enfin passons, on l'a payé. Je suis vraiment un pigeon, moi. Un pigeon. On m'appelle le pigeon. On apprend de ses erreurs. Et le mec n'avait rien trouvé. Donc, parce que j'avais mon nom de naissance et j'avais le nom de ma mère biologique. Donc, normalement, tu trouvais. Mais lui, il n'a pas retrouvé. Bon, passons. Donc, pour moi, ça a été un vrai échec. Donc, j'étais dans cette relation compliquée jusqu'à mes 22 ans. J'avais ces troubles alimentaires qui duraient depuis mon primaire, en vrai. J'avais ces scarifications que je faisais. Et puis, quand tu t'alimentes pas, voilà, tu tiens pas droit. Prendre une douche. J'avais une aide-soignante qui restait à côté parce que je faisais des malaises. Pour moi, prendre une douche, c'était
un tel effort comme si j'avais fait 5 kilomètres de marathon. Donc, il y avait une aide-soignante qui restait pas loin parce que je faisais des malaises. Et en même temps, j'essaie de retrouver ma famille biologique et le mec ne retrouve pas ma famille biologique. Donc, ça a été une succession de... Mais alors, qu'est-ce qui te maintient à ce moment-là, en vrai? À ce moment-là, rien. Et puis, je fais ma dernière TS en fin août, début septembre 2013. J'assume tout, tu as vu? J'emmerde tous ceux qui disent elle est folle. Je les emmerde. Venez passer ma vie, prends ma place et après, tu pourras dire que je suis folle. Si tu fais mieux, je dirai toute ma vie que je suis folle. Et donc, je fais ma dernière TS et je me revois aux urgences. On me fait un lavement d'estomac et ma mère vient me voir quand je suis un peu consciente. Elle dit maintenant tu m'emmerdes. Ça fait 5 et je peux le comprendre. Ça fait 5 ans que je passe l'enfer avec tes conneries. À ce moment-là, elle est énervée. Hein. Ça fait 5 ans que je passe l'enfer parce qu'elle a souffert voilà des allers-retours. Ma grand-mère et elle venaient m'apporter à manger. Mon père venait me rendre visite. Bon, c'était compliqué. J'ai perdu tout le monde. Hein. J'ai gardé que 2 amis. Mais moi, j'intéressais plus des gains. Personne. Et donc, tu m'embêtes. Tu vas aller... cette fois-ci, je ne payerai plus une clinique privée sur Marseille. Il y a 2 hôpitaux publics à Marseille. Et voilà, c'est les hôpitaux publics. Tu vas y aller, ma cocotte. Et c'est ta dernière chance. Bien évidemment. Et à l'époque, c'était HDT. Je crois que ça n'existe plus. C'est différent. Une HDT, c'était une hospitalisation demandée par un tiers. Quand quand tu mets ta santé, ta sécurité en danger. Et vu que j'enchaînais les TS depuis 5 ans, ma mère a demandé une HDT. Et là, tu vas dans une cellule. Une cellule, tu es fermé à clé avec un pyjama. Pyjama bleu, je m'en rappellerai. Ah, c'est comme une prison, en fait. Ah oui. Jusqu'à ce qu'il... Et donc, tu passes devant un juge des libertés. Donc, on m'a demandé, tu veux un avocat? Mais moi, j'étais là, je comprenais rien ce qui m'arrivait. Je venais de faire une TS. J'étais toute squelettique. J'avais arrêté de m'alimenter. Je me retrouve en cellule, enfermée à clé. Pyjama... pyjama bleu dégueulasse, enfin, et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, tu vois, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, vous voulez un avocat, machin? J'ai dit, avocat, mais pourquoi faire? Pour qu'il plaide votre cause devant le juge des libertés. Je comprenais rien ce qui m'arrivait. J'ai un avocat commis d'office, et devant le juge des libertés, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je veux juste mourir. Pourquoi vous me laissez pas crever? Et ma mère, à ce moment-là, elle me dit, Vania, c'est pas contre toi. C'est parce qu'il faut que tu comprennes. Oui, c'est pour toi. Et aujourd'hui, je lui dis merci. Hein, parce que le pyjama, la cellule, le machin, petit à petit, je me dis non, mais c'est pas ça la vie quand même. C'est pas ça. Mais t'as pas réussi à voir ça comme une preuve d'amour de tes parents? Sur le coup, non. Hein. Non. C'est aujourd'hui. Et une preuve d'amour, j'irai pas jusque-là. En fait, t'avais aucune notion de l'amour à ce moment-là. Non. Pour toi, l'amour, c'était la violence. Et finalement, quand vraiment on te protège, tu ne sais pas que c'est de l'amour. Non, pas du tout. Et en fait, j'ai eu un vrai suivi, une vraie thérapeute, une vraie psychologue, mais en or. Et on a vraiment parlé de mes 8 ans à mes 14 ans, du fait que je me sentais sale, du fait de plein de choses qui m'est arrivé, du fait qu'en fait, je l'ai fait sous violence parce que ce garçon, dans un jeu, certainement pour lui, me frappait, de tout. En fait, on a parlé de tout. On a parlé de mon abandon, de ma relation avec la féminité, de tout. Donc, t'es sortie guérie, en fait, complètement, de cet hôpital. Complètement. Donc, tu reprends quoi, une vie normale après? Une vie normale. Je tombe amoureuse je rencontre un garçon et je tombe enceinte très rapidement de mon fils. Et mon fils a changé ma vie. Alors, comment tu rencontres ce garçon, le père de ton fils? Forcément en hôpital. Voilà. Et lui, ça part sur un mensonge, mais je ne le sais pas. À l'époque, ma grand-mère, je fais rire mon fils quand je raconte ça, ma grand-mère me dit « Laisse tomber ce gars. Vania, tu veux un café ?» Et ma grand-mère dit « Laisse tomber ce garçon, je le vois arriver à 10 000, c'est un mythomane. » Et ma grand-mère m'en a parlé jusqu'à la fin, elle m'a dit « Je t'avais prévenu. » Et il m'avait dit « Je suis là pour me reposer et tout. » Et moi, à ce moment-là, encore une fois, je pesais même pas 40 kilos, en pyjama. Et les seules sorties que j'avais, c'est de côtoyer un peu les gens. J'ai rien vu. Et j'ai cru ce garçon qui m'avait dit à l'époque qu'il avait 37 ans. Alors qu'il avait quel âge? 34 ans, pardon. 34 ans. Il avait 10 ans de plus. Il allait sur ses 45 et il m'avait dit j'ai 34. Et donc tu tombes amoureuse de lui à l'hôpital? Ouais, alors amoureuse, non, parce que je l'ai jamais aimé. Mais je tombe sur ce garçon. Tu une relation avec lui, ouais, en fait. Et en fait, il était tout ce que mon père biologique est. Et tout ce que mes garçons ont été. C'est-à-dire que progressivement, très rapidement, en fait, je vois qu'il boit. Il a l'âge d'être mon père, donc je me dis, parce que je comprends rapidement qu'il n'a pas 34 ans et qu'il a 44 ans. Mais c'est trop tard, je suis enceinte. Je découvre pendant ma grossesse que lui aussi est violent.
puisque enceinte, il lui fait des allers-retours donc dans les centres d'addicto. Et moi, je l'accompagne parce qu'encore une fois, je me dis, je suis enceinte de lui, donc je vais l'accompagner. Une femme, elle doit accompagner son homme. Bref, je l'accompagne de partout. Mais dès que je suis enceinte, il me pousse contre un lit et je tombe alors que je suis bien enceinte. Voilà. Et je suis quand même restée. Donc, j'accouche. Et très vite, de toute façon, il fait des allers-retours en addicto et ça dure pendant des années parce qu'il est même placé sur liste rouge dans la région de Marseille. Donc ça dure des années. Et comment t'expliques le fait que tu n'aies pas réussi à identifier son profil ou sa violence avant, sachant que tu avais déjà connu des hommes violents? J'ai rien vu. Je pense qu'inconsciemment et indirectement, je devais le sentir. Parce que, encore une fois, je pense qu'on attire à soi ce qu'on a besoin de régler. Mais à ce moment-là, 23 ans, je suis pas du tout dans j'attire. Non, je vois rien. D'accord. Voilà, je vois un homme qui va s'occuper de moi, qui est bien plus âgé que moi, qui va jouer le rôle de mon père et qui va m'éduquer. Puisque le premier n'a pas su m'éduquer, peut-être que celui-là va réussir à jouer le rôle de mon papa, de mon grand frère, de tout. Je tombe enceinte. Donc jusqu'à la veille de mon accouchement, je me dis, parce que je ne savais pas ce qu'était le rôle d'une mère, en fait. Je savais pas, j'avais jamais vu de maman accoucher. T'avais peur d'endosser ce rôle? Ah oui. T'avais peur de pas être légitime ou à la hauteur? Jusqu'à la veille au soir, j'étais sur le balcon et je lui disais, mais imagine, je suis pas une bonne mère, imagine, je l'aime pas, imagine, je l'abandonne, moi aussi. Parce que oui, et je l'assume, j'ai découvert l'amour au moment où il est sorti de moi et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'ai compris ce qu'était l'amour à ce moment-là. Mais toute ma grossesse, entre les violences, les tromperies de mon compagnon, de son papa, j'avais pas du tout profité de mes 9 mois de grossesse. Pour moi, être enceinte, à ce moment-là, je n'ai pas aimé être enceinte parce que déjà la relation avec mon corps et je suis passée d'anorexique à une femme enceinte. Donc pour moi, physiquement, l'image de moi était très très compliquée à assumer. Donc jusqu'à la veille au soir, je me suis dit, et si je l'abandonne? Voilà. Et finalement, bon, tu l'as pas abandonné. Est-ce que quand tu as accouché et que tu as rencontré ton fils pour la première fois, que tu as compris ce que c'est du coup l'amour maternel, est-ce que tu en as d'autant plus voulu à ta mère biologique de t'avoir abandonné? Ouais, alors là j'avoue que donc je pleure toutes les larmes de mon corps et je me dis mais c'est ça l'amour, c'est ça, j'aime personne en fait. Enfin, c'est mon fils, il sort de moi. Et comment on peut abandonner, voilà, des fois il y a des circonstances qui, voilà, mais je me suis dit comment c'est possible d'abandonner un être? Tu viens de passer X heures à le sortir de toi, tu le vois. J'ai su après qu'elle m'a même pas regardé, mais tu es censé le prendre dans tes bras, le voir, faire du pot à pot. Comment tu peux? Donc j'en ai d'autant plus voulu à ta mère biologique. Ouais. Et est-ce que tu veux quand même poursuivre tes recherches pour retrouver ta mère biologique ou est-ce que tu mets en parenthèse tes recherches? Je mets complètement entre parenthèses parce que j'ai vécu ma maternité. Enfin moi, quand j'entends plein de femmes qui ont pas très très bien vécu la maternité, les nuits, les machins, j'ai adoré être une maman. Parce que mon fils, d'ailleurs, s'appelle Lucas, parce que c'est Saint-Luc, il a apporté la lumière dans ma vie, c'est-à-dire que je me suis jamais plus fait vomir, je me suis jamais plus scarifiée, j'ai jamais plus fait de conneries. Depuis mon fils, il m'a sauvée. Et tout le temps, je lui dis, mais mon chéri, tu sais pas et tu comprendras un jour, mais tu m'as sauvée, tu as apporté la lumière dans ma vie, j'étais rien avant toi, et je suis devenue quelqu'un, je suis née en même temps que toi, en fait. Et donc ton fils a remplacé ce besoin de retrouver tes parents? Ouais, clairement. À ce moment-là, oui. Et puis petit à petit, le couple avec son papa devient compliqué parce que la violence, il pète des crises parce qu'il y a l'alcool au milieu. Encore une fois. Alors le premier, c'était alcool plus, on va dire, substance. Lui, c'était l'alcool et d'autres substances d'ailleurs, mais bon, voilà. Donc il y a les deux avaient vraiment le même profil quand même, si tu regardes bien. Je l'ai compris bien après. Sur le coup, j'avais des œillères. Oui, on comprend forcément après. Et voilà, il y avait des grosses crises. Après, je me suis fait opérer de la myopie, par exemple, et le médecin m'a dit, mais vous aviez des bouts de verre dans les yeux. J'ai eu une perte d'audition du tympan d'une oreille que j'ai jamais retrouvée. Enfin, il y avait des grosses crises. Et la dernière, et toujours calmement, comme le premier, on se dispute concernant sa maman. Et je souris. J'esquisse un sourire, et il ne fallait pas sourire sur sa maman. Et il me fait un coup de pied dans le dos. Et en fait, j'avais le petit, qui avait grandi quand même, qui avait 2 ans et demi dans les bras. Et je tombe avec le petit. Et là, je me dis, non, le petit avait déjà certainement entendu des choses et vu de loin des choses. Et là, je dis,
là, tu vois, tu aurais pu me faire très très mal parce que j'ai eu très mal au dos. J'ai dit, tu prends toutes tes affaires, c'était mon appart. J'ai dit, tu prends toutes tes affaires, mais j'ai pas de valise. Il y a des sacs cabas, je te passe tous mes sacs cabas. Tu feras plusieurs allers-retours, mais tu prends toutes tes affaires et mon fils et moi, tu nous laisses. Et il s'en va. Ça a été très compliqué parce qu'il était, il était bourré, quoi. Il passait ses journées de 5h du match jusqu'à minuit au bar. Et moi, je pouvais plus. Je pouvais plus. Bah, sachant en plus, après avoir compris que c'était l'amour, t'as envie d'une vie saine. Ouais, avec mon fils, c'est ironique quand je vais raconter la suite, mais ouais, bah avec mon fils, je voulais vraiment, et puis je l'aimais tellement, enfin voilà, mon fils, c'est toujours ma vie, mais c'était ma vie et je voulais pas du tout qu'il vive cette vie-là. Et donc, t'as réussi à être célibataire? Oui, je reprends mes études, je vais jusqu'au master, je m'éclate dans mes études et je vis un peu la jeunesse que j'ai pas vécue parce qu'entre les allers-retours, en centre, c'était compliqué. Et donc je m'éclate, je sors, patin couffin. Et puis je fais de la musique. Ah oui, donc c'est là où tu commences la musique. C'est là que je commence la musique. Et pareil, il n'y a pas de hasard. Je voulais comment la musique, c'est quoi? Chanter, c'est on t'écoute, mais on te regarde aussi. Mm-hmm. On me présente un garçon qui va donc m'écrire les chansons, même si j'en ai écrites moi. Il va m'aider. Et puis je me dis, après mes galères d'amour, je me dis, en fait, tout le monde disait qu'il aimait pas les femmes. Donc je me suis dit, bah, c'est super. On va être amené à se côtoyer beaucoup et c'est super. En plus, je m'entends trop bien avec les gays. Et au moins, il y aura pas d'ambiguïté. C'est super. Bah voilà, on va être super potes. Et on rigole. Et finalement, je comprends qu'en fait, pas du tout, puisqu'on me dit qu'il a des enfants, des jumeaux. Je dis, mais comment ça? C'est pas... Enfin, c'était avant qu'il fasse son gomiga. Moi, je suis à fond dans mon délire. et en fait, pas du tout. Je pense que c'est sa technique aussi d'être très proche des ouais, c'est sa technique. Donc encore un prédateur, alors? Ben oui. Lui, vraiment, c'est... On va dire que les deux autres... C'était vraiment avec substance. Voilà, il y avait de l'alcool, il y avait des drogues. Lui n'avait pas du tout besoin. Il pouvait se transformer comme ça. Donc t'es sortie avec lui? Je suis sortie avec lui parce que pour moi, il était parfait. Il était vraiment. Et en plus, je l'admirais et j'admire toujours parce que je trouve qu'il est très fort dans ce qu'il fait. Et il le sait. Je l'admirais. Et puis en plus, vraiment, c'est quelqu'un, tu le connais pas, il est parfait. Enfin. Tu vois, il est gentil. Enfin, il est vraiment gentil. Bah, ils sont très forts aussi pour faire croire ça. Voilà. Et cette relation, elle dure combien de temps? 3 ans. Et elle a été très, très... À côté, mes 2 premières relations, c'était rien. C'était rien. C'est dans le sens que... Quoi, il a été encore plus loin avec toi oui. Dans la violence physique? Oui. Après, encore une fois, on s'est expliqué encore il n'y a pas longtemps, je lui ai pardonné. Je lui ai pardonné, cependant il y a des images et ça il veut pas l'entendre, il y a des images qui me quitteront jamais. Lesquelles? Des violences extrêmes parce que mon fils était quand même grand, là il avait 4 ans et demi. Quand je fais sortir mon fils par la fenêtre et que je me dis il faut pas que je meure devant mon fils, quand c'est mon fils qui me ramasse parce que je tombe sur le coccyx et que je perds connaissance parce que tellement la douleur elle me fait perdre connaissance. Aujourd'hui, j'ai un genou fracassé, ça je lui ai même pas dit quand on s'est reparlé. Quand il me dit je suis une pute si demain tu te réveilles, cette nuit c'est ta dernière nuit. Donc il me fait appeler mes proches, dont ma meilleure amie à Paris, et elle répond pas et t'attends en fait. T'attends parce que tu sais que c'est ta dernière nuit. Et ma seule pensée c'était de me dire demain, quand mon fils va se réveiller, moi, je serai plus là. Et j'attendais. Et donc, ces images-là, même si lui veut pas l'entendre, encore une fois, j'ai eu l'opportunité de m'expliquer avec lui il y a pas longtemps, il y a, je sais pas, 1 mois et demi, 2 mois. Il veut pas l'entendre, ça, pour moi, c'est moi qui l'ai poussé à être comme ça. Alors, encore une fois, je sais pas aimer, je savais pas aimer, et je saurais peut-être jamais aimer. Mais ce que j'ai vécu avec lui, ni avec les autres d'ailleurs, mais avec lui qui veut me tuer, c'est parce que lui a quitté Marseille, mais moi je n'ai pas quitté Marseille. Et les lieux, je les vois très souvent. Et ces lieux, j'attendais ma mort dans ces lieux.
Et parce que il avait dit, tu vas, voilà, encore une fois, je suis une pute, si tu passes cette nuit, tu vas mourir et je vais te tuer. Et ton fils n'aura plus de mère, ce sera un orphelin. Mais ces phrases-là, ces gestes-là, ces situations-là où je suis sur une chaise en train d'attendre, je les oublierai jamais. Je ne lui en veux plus, non, parce que j'ai pu lui dire, pas en face, mais au téléphone, je ne t'en veux plus. Mais ces images-là, je ne les oublierai jamais. Et je vis avec depuis 3 ans. Et il a changé ma vie. Il a changé mon quotidien. Il a tout changé. Et mon fils aussi, parce que depuis, c'est pour ça qu'il a eu une peur de l'abandon. Parce qu'il avait peur que tous les jours, sa mère, le soir, elle ne vienne pas à l'école. Parce qu'il voyait. Il était spectateur. Donc, il a commencé à raconter tout ça pour finir. Il a commencé à raconter à ma maman ce qui se passait. Parce que toi, tu le faisais pas? Non, mais moi, personne. J'avais eu 2 amis à qui 2 amis, parce que quand même, au bout d'un moment, on voyait un peu les bleus. Et elle me disait, Vania, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est là que j'ai entendu pour la première fois le mot pervers narcissique, parce que alors moi, j'étais pas dans tout ça. Développement personnel, machin. J'étais pas dans tout ça. C'est ton fils qui alerte? Qui alerte ma mère. Et là, ma mère, violence en présence d'un mineur, je comprends. Elle saisit le procureur. Elle fait une plainte avec son avocate. La plainte met du temps. Un jour, les flics interviennent. C'était un samedi 10 ou samedi 11 octobre 2020. Ah, le confinement, je te raconte pas. Voilà, le confinement très très compliqué. Passons. Et après, au mois d'octobre de la même année, un samedi après-midi, il a tout cassé chez moi. Et les flics, et en fait, je m'échappe. Il me dit, je fais un aller-retour chez moi. Tu dois pas partir d'ici. Tu bouges pas. Quand je rentre, t'es sur cette chaise. Il y avait plus rien chez moi. J'étais fracassée. Je pouvais à peine courir. J'avais plus de chaussures. J'avais été traînée au sol sur plusieurs centaines de mètres. J'ai des cicatrices qui partiront jamais. J'avais des petits doigts de pied cassés. Enfin bref, j'ai eu des jours d'ITT derrière. Et en fait, il est parti. N'importe qui se dit, vas-y, elle part. Et j'ai attendu. J'ai attendu sur les marches. Je me suis dit, je l'attends. J'attends qu'il revienne parce qu'il m'a dit de pas bouger. Et bon, je savais que le temps qu'il aille chez lui et qu'il revienne, ça allait mettre un petit moment. Je te jure que j'ai dû rester au moins une demi-heure sur ces marches. Et d'un coup, je me suis dit, ma mère à l'époque habitait pas loin. Elle habitait à, on va dire, 500 mètres. T'aurais pu y aller. J'y suis allée. Au bout d'une demi-heure, j'avais plus de chaussures, j'avais plus rien. Jogging troué, enfin bon, bref, tout cassé. Et je cours chez ma mère. Et mes parents arrivaient à ce moment-là avec le petit. Ils revenaient de McDo, je m'en souviens. Et j'étais censée travailler. Moi, elle m'a dit, mais t'es pas t'es censée être allée travailler. Et elle me dit, mais t'es droguée, Vanina? Parce qu'en fait, j'étais complètement, j'étais déchirée et tout, et j'étais ailleurs. Je lui ai dit, fais rentrer le petit avec papa. Il faut que je te parle, s'il te plaît, viens. Et elle me dit, mais t'as pris de la drogue? Et je lui dis non. Et à ce moment-là, je le protège encore. Et je dis non, je me suis fait cambrioler. Donc elle appelle les flics. Les flics arrivent, elle m'amène... Et les flics, au bout d'un moment, disent, il n'y a pas de cambriolage puisqu'il n'y a personne qui est rentré. Et eux comprennent de suite. Ils disent, madame, tout le monde comprend que je n'ai pas pris de drogue parce que je suis... voilà. Et ils me disent, madame, vous avez été violentée, vous. Non, je vous dis, c'est des cambriolages. Mon histoire, elle ne tient pas debout, de toute façon. Et bref, de fil en aiguille, j'avoue tout. Et je fais une première plainte et ça prend du temps parce que je me remets avec. Ça prend du temps, oui. Et en fait, la plainte se perd entre-temps. C'est pour ça que ma mère saisit aussi le procureur. Et un flic un jour me rappelle, au mois de mai d'après, donc plusieurs mois après, et les choses se réenchaînent parce qu'il y a eu une deuxième nuit de folie, on va dire, où c'est là qu'il dit « je suis une pute, si tu te réveilles demain, etc., je vais te tuer, appelle ta meilleure amie de Paris, etc. » Et après, ça s'est fini petit à petit. Donc tu l'as quitté? Comme ça, oui. T'as fini par le quitter? Oui. Et ton besoin de retrouver ta mère biologique, donc, il en est où à ce moment-là? Parce que à ce moment-là, je suis détruite, moi. Je suis détruite, moi. Il faut que mon fils et moi, on se reconstruise parce qu'il suit des mois d'harcèlement derrière, enfin voilà, sur les réseaux sociaux, etc. C'est très compliqué. Et j'entame une thérapie, etc. Et je comprends que quand même, c'est pas possible. 1, ok. 2, mais 3 qui est allé au qui est allé au paroxysme de ce qu'on pouvait connaître. T'en enchaînes 3, il faut faire une thérapie, ma cocotte, parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Puis je comprends quand même qu'il y a certainement une blessure qui est bien plus profonde que les hommes et qui est une blessure originelle, quoi. Et en même temps, j'entame une formation de coaching, etc. Et ma thérapie plus ma formation qui
qui envoie du lourd, parce que tu te fais à toi-même, Violence. tu vas voir à l'intérieur de toi-même. Je fais un premier travail. Et puis en même temps, une amie me parle des fameux tests à ADN. l'époque ADN. Et elle avait besoin. Il y avait une promo de 2 et elle en voulait un pour elle-même. Elle me dit, s'il te plaît, vas-y, fais-le avec moi. Il y en a 2, fais-le. Oui. Je me dis, mais quoi, Bon, je le fais. Mais franchement, j'attendais rien. Parce que le détective privé n'avait pas trouvé plus de 10 ans avant. Moi, je vais trouver avec un test ADN de merde sur Internet. Mais t'as quand même fait le test. Je l'ai fait. T'avais fait. envie par curiosité de savoir. Bah oui. Voilà. Ouais, je me suis dit, allez, on y va, on est fou. Et donc, on est un dimanche, je me rappelle, à la mer avec mon fils, et je reçois un mail. Et t'as d'abord, je sais pas, les pourcentages de tes tant %. Oui, les origines. Les origines. Ouais. Et puis, t'as le truc des correspondances. Et là, c'était pas 0,002, le petit cousin d'il y a 3 générations. C'était vraiment comme un oncle à moi. Je lui écris. Il me répond et de fil en aiguille, pour la faire courte, il comprend que je suis vraiment de son sang, puisque voilà, Mais donc, je lui donne les noms. Toi, t'avais envie alors à ce moment-là aussi de retrouver. Ah bah maintenant qu'elle m'a chauffé, voilà, ok. mon ami me chauffe, faut pas trop me chauffer, oui. D'accord. Parce que j'avais quand même fait cette thérapie depuis plus d'1 an, j'avais donc, fait ma formation. T'étais prête en fait à J'étais prête. rencontrer ta mère biologique. Totalement. Là, aujourd'hui, c'est bon ma cocotte. Pourquoi tu cherches des pères, pourquoi tu cherches des frères, pourquoi tu cherches des mecs qui vont te diriger, te commander, te Oui. machin, voilà. Oui. Bon. Et donc tu contactes cet oncle. Cet oncle, et qui m'aide parce que j'avais mon nom de naissance et j'avais le nom de ma maman. Donc je lui dis, voilà, elle s'appelle comme ci, comme ça. Il dit, ah mais oui, mais j'ai un cousin qui en effet avait une compagne à l'époque, une copine qui s'appelait Tata. Enfin, qui s'appelait comme ça, quoi. Et de fil en aiguille, avec ses cousins de là-bas, il réussit à me trouver le nom de mon père biologique. Le nom, pardon, et le numéro. Il me dit, il est chauffeur de taxi. Lui, il a pas bougé. Moi, je suis de Fortaleza. Il a pas bougé de Fortaleza. Il est toujours là-bas. Donc, voilà, il m'envoie la photo. Donc, c'est tout bizarre de voir la photo de ton père, quoi. Et t'as tu son rencontres numéro. en fait en photo pour la première fois. Bah ouais. Et moi, je lui écris direct. Et l'accueil n'a pas été... Il est assez sanguin. Mais je suis un peu... Ça sur ça, mon frère et moi, on est un peu comme lui, on est assez sanguin. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux ? Tu veux me réclamer de l'argent ? Moi, j'ai pas de... Comme la pension alimentaire, j'ai pas d'argent à te donner. J'ai dit, hop. J'ai plus de 30 ans. Je viens pas pour te demander de l'argent. Je viens pour te dire, bah, je suis ta fille. Et tu veux des réponses. Bah oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que t'as le numéro de ma mère ? Elle s'appelle comme ci, comme ça. Il dit, oh, bah, j'ai fréquenté une Madame X, on va dire. Ouais. Mais c'était il y a longtemps. Je dis, bah ouais, il y a 32 ans. Et il me dit, ouais, c'est ça. J'ai dit, bah voilà, je suis ta fille. Et donc lui, il savait même pas qu'il avait une fille. Il savait même pas. Mais c'est-à-dire il a vécu sa vie dans l'alcool. Il l'assume, hein, il doit lui rester 3 des neurones grillés par l'alcool. Il se rappelle même pas ce qu'il a mangé hier. Donc tu vois un peu, il y a 32 ans. D'accord. Donc, et ta mère alors biologique. Et donc j'ai dit, tu as le numéro de mon frère, au moins, parce que lui il avait pas son numéro à ma mère. Et il dit, bah non, on se parle plus, il m'a bloqué, j'ai plus rien. Donc, je retourne voir mon oncle, écrire à mon oncle. Et puis, bref, il m'aide à retrouver plein de Facebook et d'Instagram, puisque j'avais son nom. Et j'écris à plein de... André, il s'appelle André machin. Et on écrit, plein me disent, non, c'est pas moi, non, c'est pas moi. Et puis, bon, bref, jusqu'au jour où je tombe sur le bon. Et il était dans son resto parce j'ai culpabilisé toute ma vie en me disant, le pauvre, il a dû morfler, pas d'éducation, tant il est dans la rue et tout. Bah pas du tout. Après, je suis très contente pour lui, très fière de lui. Il est gérant de deux super grands restos très connus à São Paulo. Bon, il s'en est bien sorti. Donc, il était dans son resto à ce moment-là. Il dit, ouais, qu'est-ce que tu racontes ? Apparemment, t'es ma sœur et tout. Je dis, bah, écoute, je sais pas comment te dire ça, mais je suis la fille de... Voilà, en tout cas, on a le même père. Et il me dit, c'était très drôle, t'es certainement la fille d'une des putains de mon père. T'es la fille d'une des putains de mon père. Et je lui dis, bah, si je suis la fille d'une des putains de ton père, c'est la tienne, en fait. C'est de la tienne dont il s'agit. Tu parles pas comme ça de ma mère, c'est pas une pute, etc. Et moi, je m'énerve aussi. Donc, lui est sanguin, mon père est sanguin, mais moi, je suis sanguine aussi. Super, mon les coco, rencontres. ça fait 32 ans que j'attends ça.
32 ans. Et donc, il dit, attends, je fonce chez ma mère, je quitte le resto, j'espère que tu es vraiment ma sœur. Parce que là, je quitte, et je peux comprendre au Brésil, c'est pas comme en France, c'est quand tu quittes ton service, enfin voilà, c'est pas, Ok. tu peux partir, tu fais une pause d'1 heure. Non. Donc, il dit, je fonce chez ma mère, j'espère pour toi qu'elle est vraie ton histoire. Il arrive chez ma mère, et là, elle fond en larmes. Donc, il m'appelle. Mais moi, je comprends rien à ce moment-là, parce que je voulais de l'écrit, parce que je faisais Google Translate. Je trouve une nana, bref, je trouve une dame qui va me Traductrice, traduire. Ouais, à côté de l'école de mon fils, je passe une annonce sur les réseaux, je trouve quelqu'un qui me traduit, et en fait, elle fond en larmes, elle dit, mais on m'a dit que t'étais morte quand j'ai accouché. J'ai dit, mais la dame, je lui dis, mais dites, et pourquoi elle a pas demandé le corps et pour l'enterrer, quoi, si on lui dit qu'elle est morte. Mais non, mais tu sais, moi j'étais un peu naïve, j'ai accouché, on m'a dit que t'étais morte, et puis ça coûte cher l'enterrement. Elle se perd dans ses explications. La dame, Elle te ment. Elle me ment clairement, Ok. mais je le comprends pas à ce moment-là. La portugaise qui me traduit tout me dit « Ah mais elle a l'air sincère, elle est en larmes, elle est touchée. » Je me dis « Bon, la pauvre, quoi. Moi, j'y crois en tout cas. Une gamine qui voit le Père Noël, et qui voit vraiment le Père Noël, quoi. Je me dis « Mon Dieu, la pauvre et tout, qu'est-ce qu'elle a souffert ?» Pardon, qu'est-ce qu'elle a souffert? Tu vois, j'en perds ma voix. Qu'est-ce qu'elle a souffert? Voilà, on lui a arraché son pauvre bébé. Moi, ni une ni deux, c'est en octobre, le 2 octobre. Je prends mon billet, mais à ce moment-là, ma grand-mère était aussi malade, donc je peux pas partir avant le 11 novembre parce on savait pas si ma grand-mère, voilà. Donc j'attends, mais je peux plus attendre après novembre, je pars. Pour la rencontrer. Pour les rencontrer, hyper excitée, tu parles. J'arrive à São Paulo, parce ma mère est donc quitté Fortaleza et elle est à São Paulo, et mon père est resté à Fortaleza. Donc j'avais prévu de faire les deux villes pour vraiment déjà les rencontrer, mais surtout connaître mon histoire. Bien Pourquoi? sûr. J'arrive, personne vient me chercher. C'est pas comme dans les films du tout ou dans les livres, parce que j'avais lu plein de livres qu'on m'avait recommandés. La famille est là. Presque, je m'attendais aux pancartes et tout, les bisous, les machins. Deguin est là. T'es toute seule. Toute seule. T'attends. Je parle pas du tout la langue à ce moment-là, même si j'avais fait un peu les applis par contre, parce que je m'étais dit, on sait jamais, prévois un plan B. Et j'avais trouvé une traductrice qui est devenue une très bonne copine, mais que le lendemain. Donc j'arrive, non, j'attends pas longtemps, tu vois. Je me dis, personne vient. Un taxi me voit arriver, pigeon. Le pigeon est toujours là. Il me voit arriver, il voit que je suis perdue, que j'attends avec mes valises et tout. Et donc, je dis le soir même, on me prête un appart pour le temps que je serai là-bas. Et le lendemain, donc j'ai rendez-vous avec ma mère. 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h. La traductrice arrive entre-temps, elle s'appelle Juniana. Elle me dit, Vanina, putain, c'est bizarre et tout. Moi, j'attends, tu vois. 11h30, midi moins de quart, je vois un mec, je sais que c'est mon frère, il arrive, il pleure et tout ça. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Parce que c'est pas toi que j'attends. Bah oui. Il dit, je sais que t'étais là, ma mère m'a dit que t'étais dans ce café, mais elle est où? Je dis, écoute, je sais pas, moi j'attends depuis 9h du matin, je suis là. Et donc elle vient jamais. Il l'appelle, midi moins 10, je te dis midi. Il dit, écoute, Juniana me traduit qu'il l'engueule, il dit, attends, elle est là depuis 9h, que tu as envie de venir ou pas. Tu mets tes chaussures et tu viens, en fait. Voilà. Et donc, je la vois arriver. Donc, midi et demi, 9h, midi et demi, elle arrive. Elle est venue pour se rencontrer. Elle est venue et un glaçon. Autant mon frère a pleuré et il m'a fait un câlin, autant elle, un glaçon. Vous avez échangé un petit peu quand On même. se fait la bise. Voilà, cordial. Bonjour, voilà. Et elle vient avec une amie à elle. Et là, Juniana, moi je parle pas, je comprends pas tout. Juniana me traduit tout. Et elle dit alors, vous pensez qu'elle était morte et tout? Et elle dit, bon, d'entrée. Honnêtement, là, c'est vrai qu'elle a enfin été honnête. Le 12 novembre, samedi 12. Écoute, j'ai menti, je savais pas comment le dire, mais un glaçon. Elle le dit comme un glaçon, froide. Pas du tout la même ampleur au téléphone. Voilà, j'ai menti, j'ai inventé mon frère qui se décompose. J'ai inventé ça parce que je savais pas comment dire que j'avais abandonné un enfant. À ce moment-là, j'avais déjà André qui avait plus de 2 ans. Je voulais m'enfuir de Fortaleza et avec 2 enfants, dont un bébé sous le bras, ça allait être trop compliqué. Moi, je l'ai abandonné. J'étais là, tu vois, mais elle me regardait pas moi, elle regardait que Juniana. Et comme toi, voilà, elle regardait Juniana, elle ne me calculait pas du tout. Juniana me traduit petit à petit. Elle me regarde jamais. Et voilà, elle avoue qu'elle m'a abandonnée, etc. Il n'y a pas encore la notion de vente qui viendra plus dans les jours qui suivent. Mais elle dit, voilà, je l'ai abandonnée, tout ça. Et moi, j'avais besoin de savoir quel jour j'étais née, si j'étais vraiment née le 5 mai. Et elle dit, mais je sais pas. Juniana insiste. Elle dit, mais je sais pas. Je sais pas quel jour elle est née. Bon.
Juliana lui dit, vous savez, elle avait besoin de retrouver ses origines parce que voilà, elle a enchaîné les hommes comme ci, comme ça. Apparemment, de ce qu'on comprend, il ressemble à à son père, à votre compagnon. Elle a eu ça, elle a eu ça, elle a eu ça. Et de suite, c'est tout centré sur elle. Mais moi aussi, j'ai vécu ça. Et moi aussi, il m'est arrivé ça. Pendant 2 heures, elle a parlé d'elle, de ce qui lui est arrivé. Ok, Juliana, elle faisait que lui dire, mais Evanina. Et là, elle me touche les cheveux et elle me touche les habits. Elle dit, elle a de beaux cheveux, elle a de beaux habits. Donc, grâce à moi, je lui ai rendu service, en fait. Je lui ai rendu service en l'abandonnant. Moi, j'ai vécu la même chose, mais dans la misère. Elle, même si elle a vécu la même chose, ça va. Elle a de beaux cheveux, elle a de beaux habits, c'est bon. Bref, le voyage à São Paulo, personne ne me calcule. Personne vient me voir. Donc, au bout d'un moment, je prends mon billet pour aller à Fortaleza et pour aller au bout de mon histoire et comprendre qu'est-ce qui s'est joué, en fait, il y a 32 ans. Je vois sur WhatsApp que moi, elle sait pas ma date de naissance, mais elle fête l'anniversaire de son chien. Avec les cupcakes, les gâteaux pour le chien. Ça m'a profondément fait mal. J'ai fait une crise de larmes. J'aurais pu tout casser dans l'appart qu'on m'avait passé parce que qu'elle fête l'anniversaire du chien, mais qu'elle ne sache pas ma date de naissance, ça m'a profondément touchée. Donc je la vois une dernière fois, on se fait un câlin et puis je fonce à Fortaleza. Mon père vient me chercher, là, il vient me chercher et puis toute la journée, on va de droite à gauche et on trouve les réponses. Et puis je te la fais très courte, mais on comprend qu'en fait, il y a 32 ans, elle avait une meilleure amie qui avait des plans. Parce faut savoir que en Amérique du Sud, entre 88 et 92, il y a des millions d'enfants qui ont été vendus. On avait des plans pour les faire venir en Europe et pour des familles qui n'avaient pas les moyens qui pouvaient pas avoir d'enfants, donc pour l'adoption. Et donc, notamment au Chili, Brésil, enfin voilà. Et Fortaleza, c'était une ville qui avait pas beaucoup de moyens, contrairement à aujourd'hui. Et donc, sa meilleure amie, qui s'appelait Ivani, qui est décédée aujourd'hui, qu'on n'avait pas pu voir ce jour-là parce qu'elle était décédée, on a su qu'elle l'avait rencardée sur un bon plan. Et donc, parce qu'elle ne voulait pas garder l'enfant. Et elle m'a avoué plus tard, parce qu'on s'est revus à 2 reprises, notamment avec mon fils, avec ma mère, que, en fait, au moment où elle a accouché, elle ne m'a pas regardée, elle n'a même pas voulu me tenir. C'est un couple de médecins qui m'a pris. Ivani avait tout organisé. Elle est sortie et le couple de médecins, après, a géré l'affaire. Mon père et une de mes tantes pensent qu'elle n'a même pas touché les dessous. Elle a dû toucher juste un peu et c'est Ivani qui s'est justement, c'était ma question. Est-ce que toi, tu sais combien on achète des bébés ? Non. Je sais pas, mon père n'a pas su, mais sa tante et son mari m'ont dit que probablement Ivani avait touché, parce qu'elle a dit j'ai des plans, je le fais souvent. Et donc toi, quand finalement tu réussis à trouver tes réponses, à comprendre qui sont tes parents biologiques, tu le vis comment ? Comme un soulagement ? Soulagement, je sais, j'apprends à connaître mon père et je le vois un peu bourré complètement. J'apprends à connaître mon frère qui me dit que j'ai pu échapper à un père qui, le jour de ses 4 ans, par exemple, lui met un flingue sur la tempe et lui dit « Écoute, aujourd'hui c'est ton anniversaire, je vais t'apprendre à violer ta mère. » Bon, j'ai échappé à ce père-là. Moi, le père que j'ai aujourd'hui, c'est pas du tout lui. C'est pas du tout lui, c'est juste un mec qui boit tous les jours pour oublier sa vie. Et en revanche, t'as pas de lien avec eux aujourd'hui ? Non, j'ai essayé d'en avoir. Enfin, mon père, oui, parce qu'il a besoin de sous. Donc, voilà. C'est lui finalement qui veut de l'argent. Je l'assume, ouais, c'est lui qui veut de l'argent. Et c'est mon côté, t'es dans la merde, je peux. Bah écoute, si je peux, je peux. Et elle, j'ai essayé. Elle a rencontré à 2 reprises mon fils. Pourquoi tu voulais qu'elle rencontre ton fils ? Mais pour moi, je pensais qu'on allait faire la famille parfaite, recomposer, qu'elle allait se rattraper des 32 ans. Et en fait, pas du tout. Elle m'a redit, chaque fois qu'on se voyait, elle me faisait de la peine. En fait, elle disait, mais tu es la pire erreur de ma vie. J'ai voulu savoir pour mon signe astro, mon ascendant, si j'étais née un matin, un midi, un soir. Et elle m'a répété en s'énervant, tu me fais mal à la tête, tu me donnes de la migraine. Je veux pas me souvenir de ta naissance. Tu comprends que tu es la pire erreur de ma vie. Parce qu'elle s'en veut aussi, peut-être elle aussi. Elle s'en veut. Mais elle n'a pas su être gentille. Mais je me suis reconstruite. Et de retrouver mes origines, ça a été le principal pour moi. Et c'est pour ça que je terminerai juste par ça. C'est arrêtons de dire que l'adoption, c'est un cadeau, c'est magique. C'est un cadeau que la personne se fait elle-même, déjà, premièrement. Deuxièmement, quand un enfant arrive en France et qui s'appelle, je sais pas, X, ne pas lui couper son nom en lui changeant de nom, en l'appelant Y. Parce que c'est un
premier traumatisme, sans le savoir. Hein. Bien On sûr. le fait en pensant bien Et c'est de lui faire. retirer aussi déjà d'emblée une partie de ses origines. Exactement. Ah oui. Et lui couper son milieu naturel dans le sens que si on peut savoir qui est sa maman, son père, son frère, son machin, tout faire avec lui pour retrouver sa famille. Parce que cet enfant adopté pourra bien vivre si il sait son histoire, ses origines, d'où il vient, pour pouvoir se construire sereinement et sainement. Merci Vanina, merci à vous d'être arrivé au bout de ce témoignage. Tu as écrit dans ton livre la première phrase qui est si je te lis le scénario, tu n'y croirais pas. Si je te raconte le scénar, tu le croirais Tu pas. croirais pas. Eh ben, écoute, je pense que cette phrase de ton livre prend tout son sens. En tout cas, moi, je suis content que vous ayez pu découvrir du coup Vanina et son histoire. N'hésite pas à partager son témoignage. Et n'hésite pas aussi à commenter, à lui apporter un petit peu de soutien. Ou si tu as des questions, fais-le en commentaire. Merci, des gros bisous.